On parle souvent du Japon comme d'un pays très sûr. Et effectivement, le taux de criminalité est extrêmement bas pour une nation d'environ 124 millions d'habitants. Pourtant, les rares tueurs en série japonais marquent très longtemps les esprits, par leur acte ignoble, évidemment, mais aussi par leur personnalité et la vie qu'ils mènent après leur condamnation. Je vais vous raconter l'histoire d'un de ces tueurs en série particulièrement atroce. Alors, si vous êtes prêt à l'entendre, installez-vous confortablement, vous écoutez Les Sahars. Il est tôt ce 27 mai 1997 à Kobe. Au collège de Tomogaoka, les élèves ne sont pas encore arrivés. Quelques professeurs se dirigent déjà dans leur classe, tandis que le concierge passe les derniers coups de balai dans les couloirs. L'ambiance est plutôt pesante. En effet, ça fait 3 jours qu'un élève, le petit Jun Ase, 11 ans, a disparu. Le concierge se dirige vers le portail principal, il est bientôt l'heure d'ouvrir, et alors qu'il s'approche, il voit 2 petites formes noires sur le sol, juste devant la grille. C'est d'autant plus étonnant qu'il n'y avait rien hier soir. Il s'approche encore et s'arrête d'un coup. Qu'est-ce que... On dirait des chats? Oui, c'est ça, des carcasses de chats mutilés, mais c'est horrible. L'homme commence à faire demi-tour pour prévenir les professeurs, quand il remarque une 3e forme. Quoi, encore un chat? Non, non, c'est une tête? C'est une tête d'enfant? Oh mon Dieu, mais c'est la tête de Jun! Quand la police arrive, les officiers ont du mal à y croire. Les yeux ont été retirés et des croix ont été gravées sur la peau. Dans la bouche de l'enfant qui a été tranchée jusqu'aux oreilles, on trouve un papier froissé, une note écrite à l'encre rouge. C'est le début du jeu. Essayez de m'attraper si vous le pouvez, messieurs les policiers. J'ai désespérément envie de voir des gens mourir. Commettre un meurtre est un plaisir pour moi. Un jugement sanglant doit s'abattre pour compenser mes années de grande amertume. L'auteur a signé son mot par une croix et un nom, Sakakibara Seito. Les caractères utilisés signifient saké, alcool de riz, démon, rose, saint et combat. Le corps de Junase est retrouvé rapidement, à environ 500 mètres du collège, sur ce que les habitants appellent la colline au réservoir. Il a été dissimulé sous le plancher d'une station d'antenne abandonnée. L'autopsie conclut que la tête a été séparée du corps à l'aide d'une scie manuelle après la mort de l'enfant. Les autorités lancent immédiatement un appel à témoins, mais personne ne se manifeste. La presse, elle, estime que l'auteur du meurtre est un homme, entre 30 et 40 ans, au physique musclé. Évidemment, elle ne le sait pas encore, mais, à part le sexe, elle a tout faux. Quelques jours plus tard, le 6 juin, une enveloppe marron anonyme arrive dans les bureaux du Kobe Shimbun, l'un des plus gros journaux de la ville. À l'intérieur, une lettre de 3 pages écrite à l'encre rouge est signée Sakakibara Seito. L'auteur revendique le meurtre de Junase et explique ses motivations. « Je mets ma vie en jeu pour ça. Si on m'attrape, je serai sûrement pendu. La police devrait me chercher avec plus de hargne et de ténacité. C'est seulement quand je tue que je suis libéré de la haine permanente dont je souffre et que je peux atteindre la paix. C'est seulement quand j'inflige de la douleur aux gens que je peux apaiser la mienne. » Le reste de la lettre est une critique du système éducatif japonais, que Sakakibara accuse d'avoir fait de lui une personne isolée, invisible et seule. Pour se venger, il annonce qu'il ciblera les écoles. Dans les médias, c'est l'effervescence, et dans la précipitation de vouloir traiter l'information, ils écrivent mal le nom du tueur en l'appelant Onibara, le démon de la rose. Sakakibara est furieux. Il écrit une nouvelle lettre à la presse, dans laquelle il prévient qu'à partir de maintenant,
Si vous écrivez mal mon nom ou si vous me contrariez, je tuerai 3 légumes par jour. Si vous pensez que je peux tuer uniquement des enfants, vous vous trompez lourdement. Pour comprendre l'utilisation du mot légumes, il faudra attendre l'arrestation du tueur. Il expliquera que ça fait référence aux gens en général, et il a retenu le terme d'un conseil de ses parents qui un jour lui ont dit « Si tu es nerveux lors d'une réunion, imagine que les gens autour de toi sont des légumes. » Malgré la panique ambiante et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'enquête va très très vite. En fait, les policiers sont sur la piste d'un tueur depuis quelques mois déjà. Le 10 février 1997, 2 enfants ont été agressés avec un marteau en caoutchouc. Ils s'en sortent, heureusement, mais ils ne peuvent pas décrire celui qui les a frappés. En revanche, l'une des victimes a reconnu l'uniforme scolaire qu'il portait. Son père se rend immédiatement au collège en question et demande à voir le trombinoscope des étudiants. Ça va vous paraître incroyable, mais le directeur refuse. Sakakibara aurait pu être arrêté avant ce qui va se passer. Le 16 mars, la petite Ayaka Yamashita, 10 ans, marche dans la rue quand elle reçoit soudain plusieurs coups de marteau sur la tête. Et à peine 10 minutes plus tard, une jeune fille de 9 ans, Kazumi Ishikawa, est poignardée à l'estomac. Si elle se remet de ses blessures, Ayaka, elle, meurt à l'hôpital une semaine plus tard. Sur les 2 scènes de crime, comme devant le collège de Tomogaoka, la police note la présence de corps d'animaux mutilés. Grâce à ces similitudes, et la description donnée par Kazumi, la petite fille poignardée, la police annonce l'arrestation d'un suspect le 27 juin 1997, un mois après la découverte du corps de Junase. La nouvelle choque le pays entier. Le tueur a 14 ans. Oui, un adolescent qui tue des enfants. Comme la loi japonaise sur la protection des mineurs interdit qu'on dévoile son nom, il est maintenant désigné en tant que garçon A. Les enquêteurs n'ont pas eu à le bousculer pendant les interrogatoires. Il avoue tout. Il raconte que le 24 mai, il tombe par hasard sur Junase qui se rend chez ses grands-parents. Ils se connaissent, ils sont voisins. Sakakibara se rappelle que Jun aime les tortues et lui dit « Dis Jun, ça te dirait de venir avec moi sur la colline au réservoir ? J'ai vu des tortues là-bas. » Jun ne se méfie pas et ils partent ensemble pour le réservoir. C'est là que le garçon A l'étrangle avec un lacet avant de cacher son corps. Il revient le lendemain avec une scie et un sac poubelle noir. Il décapite sa victime, met la tête dans le sac, dissimule de nouveau le corps et rentre chez lui. Là, désolé pour les détails, il explique qu'il boit le sang de sa victime pour, dit-il, purifier le sien. Il lui enlève les yeux pour extraire son âme et commet, je cite, « un acte bien plus odieux que le meurtre ». Ce n'est qu'après avoir nettoyé la tête qu'il ira la placer devant le portail de Tomogaoka. Sakakibara n'a d'ailleurs pas choisi le lieu au hasard. D'abord, il pensait naïvement tromper les enquêteurs. Selon lui, il n'allait pas se dire que le tueur laisserait des traces devant son propre collège. Ensuite, comme il l'a expliqué dans sa lettre, il voulait se venger du système scolaire japonais, qui les rend responsables de son état. L'adolescent avoue aussi les agressions, dont celle qui a causé la mort d'Ayaka Yamashita. Dans son journal intime, il écrit à son propos « J'ai mené des expériences sacrées aujourd'hui, pour confirmer à quel point les êtres humains sont fragiles. J'ai abattu le marteau quand la fille s'est tournée vers moi pour me faire face. Je pense que je l'ai frappée plusieurs fois, mais j'étais trop excité pour m'en rappeler. » Une semaine plus tard, à la mort d'Ayaka, il écrit « Ce matin, ma mère m'a dit « La pauvre, on dirait que la fille qui a été attaquée est morte. » Rien n'indique qu'on va m'attraper. Merci, Bamoi Dokishin. Continue à me protéger, s'il te plaît. La référence à Bamoi Dokishin n'est pas très claire. Certains pensent qu'il s'agit d'une divinité japonaise qui prend la forme d'une tête de Bouddha géante. D'autres affirment que c'est une simple invention de Sakakibara. Au terme du procès, entre les aveux, les témoignages et la comparaison de l'écriture de l'adolescent avec celle des lettres à l'encre rouge, le garçon A est reconnu coupable de 3 agressions et 2 meurtres. Comme il a moins de 16 ans au moment des faits, il n'est pas envoyé en prison, mais dans un centre de redressement pour mineurs. Pendant ce temps, les avocats du tueur persistent et affirment qu'il a été accusé à tort. Ils pointent des incohérences dans ses aveux et précisent même qu'étant plutôt mauvais à l'école, il n'a pas pu écrire ses lettres,
dont la syntaxe et les tournures de phrases sont très élaborées. La mère du garçon A, qui veut en avoir le cœur net, se rend au parloir et demande à son fils si oui ou non il est bien coupable de ce dont on l'accuse. L'adolescent répond sans émotion : oui, je l'ai fait. L'affaire a eu des répercussions énormes sur le Japon. Elle a d'abord engendré un débat sur la pression que subissent les enfants japonais, et en 2000, l'âge de la responsabilité légale en cas de crime est passé à 14 ans, au lieu de 16. L'histoire est pourtant loin d'être terminée. Un peu moins de 7 ans après son incarcération, le 11 mars 2004, le ministère de la Justice annonce que le garçon A, alors âgé de 21 ans, a été relâché sur surveillance, sous prétexte qu'il est considéré comme guéri. Et très vite, le 1er janvier 2005, il n'est officiellement plus soumis au moindre contrôle judiciaire ou médical. Sûrement parce qu'il voulait de l'attention, 10 ans plus tard, en juin 2015, il refait parler de lui. Pas à cause d'un meurtre ou d'une agression. Il publie une autobiographie dans laquelle il raconte ses crimes de manière très détaillée, tout en affirmant qu'il les regrette. Pire, il envoie une lettre d'excuse aux familles des victimes avec une copie de l'ouvrage. Malgré les protestations, le livre devient un best-seller en à peine un mois. On y apprend que Sakakibara s'intéresse à la mort à partir de 1993, au décès de sa grand-mère. C'est en voulant comprendre la mort qu'il commence à disséquer des grenouilles et des escargots. Très vite, il réalise qu'il aime tuer et torturer. Par exemple, un jour, il aligne des grenouilles sur la route et leur roule dessus à vélo. Mais, arrivé au collège, il se lasse des animaux et se demande ce que ça ferait d'assassiner un être humain. La suite, vous la connaissez. Comme si son livre ne suffisait pas, Sakakibara met en ligne quelques mois plus tard un site web où il poste des photos de lui masqué dans des montages étranges, comme celui où il est représenté en homme scorpion. Évidemment, le site a rapidement été fermé. Pour répondre de manière radicale à la controverse, et malgré l'interdiction légale de le faire, le tabloïd japonais Shunkan Post publie en septembre 2015 une photo du garçon A au moment des faits, ainsi que son vrai nom, Shinichiro Azuma. L'article fait l'effet d'une bombe et, peut-être grâce à lui, depuis ces révélations, on n'a plus jamais entendu parler d'Azuma. Il vivrait aujourd'hui à Tokyo, où il travaillerait en tant que mécanicien. Certains pensent qu'il regrette sincèrement ce qu'il a fait, d'autres qu'il n'a aucun remords et espèrent qu'il ne recommencera pas. À la fin de son livre, l'ancien garçon A dit qu'il comprend la gravité de ses actes et qu'il se sent coupable. Il écrit : « Je ne pouvais plus me taire sur mon passé. Je devais écrire. Sinon, je serais devenu fou. » Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le commenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.